Le 20 mai 1993, coup de tonnerre dans l'apparente sérénité du championnat de France de première division. On apprend en effet au grand jour que 3 joueurs valenciennois ont été contactés financièrement, comme le dit assez pudiquement la feuille de match, mais que l'un d'entre eux a mangé le morceau. Vous connaissez la suite. Mais au fait, s'agit-il du seul cas de corruption dans le football professionnel français? Stade Ningesser de Valenciennes. Ici, pour la première fois, la corruption dans le monde du football est devenue une affaire. 20 mai 93, sur le bord de la touche, lors du match Valenciennes-Marseille, à la mi-temps, c'est l'affolement, devant les caméras et en direct. Les dirigeants de Valenciennes viennent informer que des joueurs de leur club ont été contactés financièrement avant le match par un dirigeant de Marseille. À l'issue de leur rencontre sur la feuille d'arbitrage, l'incident est consigné. Sans trembler, l'arbitre précise que ce sont 3 joueurs de Valenciennes qui ont été contactés financièrement afin de laisser gagner l'OM. Une petite phrase qui commence un chapitre jusqu'alors inconnu du football français. Entendus par la justice, corrompus et corrupteurs vont parler et raconter dans le secret des cabinets du juge d'instruction les mœurs bien étranges de leur métier de sportif de haut niveau. À la vérité, la triche dans le football, les spectateurs, comme quelquefois les arbitres, ont du mal à la cerner. Mai 90, nous sommes en Coupe d'Europe. Demi-finale, Benfica-Lisbonne, Olympique de Marseille. Le but portugais est marqué de la main. Marseille est éliminé. Depuis son banc de touche, un homme a tout vu et a tout compris du football européen. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais. En fait, Bernard Tapie connaît les méthodes depuis longtemps. Il est souvent arrivé que des joueurs d'équipe adverse aient reçu des fonds provenant de l'OM lors des matchs de Coupe d'Europe. L'homme qui raconte cela lors de ses auditions avec le juge Philippon en enquête sur les comptes de l'OM, c'est Bernès, ancien directeur général du club. Et Jean-Pierre Bernès de citer des matchs achetés. Un exemple, contre l'AEK Athènes en octobre 89. Grâce à un intermédiaire, des joueurs grecs ont touché de l'argent. Résultat, l'OM gagne par 2-0. Le deuxième but est même marqué contre son camp par un joueur grec. Cette corruption a un prix. Pour ce match, c'est 1 700 000 francs. Achat de match ou d'arbitre, intermédiaire douteux, fausse facture, compte en Suisse. Pendant de longs mois, un journaliste s'est penché sur les comptes et l'argent noir de l'OM. Avec Tapie à sa tête, l'OM devait faire de l'argent, c'était la règle, et cela justifiait tous les coups. Il y avait une nécessité vitale à aller de l'avant, à aller toujours plus loin, toujours plus haut et à gagner toujours plus d'argent. Bernard Tapie, par exemple, faisait des budgets prévisionnels de qualification en demi-finale de Coupe d'Europe. Si l'OM ne se qualifiait pas en demi-finale de Coupe d'Europe, toute la structure financière du club s'écroulait. C'était un château de cartes, une construction. La méthode appliquée par les dirigeants de l'OM en Coupe d'Europe s'est pratiquée également sur beaucoup de terrains du championnat de France. Informé de l'achat de match, Jean-Pierre Bernès. Marseillais arrivé en 80 à l'OM, il en a gravi tous les échelons, jusqu'à devenir l'homme à tout faire de Bernard Tapie. Selon lui, VAOM de 93 avait connu quelques précédents. Ce qui s'est passé à Valenciennes s'est passé à plusieurs reprises avant ce match. Et de poursuivre, il y avait chaque saison 4 ou 5 matchs de championnat achetés. Dans le jargon du football, on demande alors à l'équipe adverse qu'elle lève le pied. Pratique que les autorités du football français ne pouvaient ignorer. Dès le début des années 90, la CND, la Commission nationale de discipline, une instance du football français composée exclusivement de hauts magistrats et de grands avocats, est chargée d'enquêter. Pendant plusieurs mois, dirigeants et footballeurs sont entendus. Les témoignages sont inquiétants. Dans 4 affaires au moins pèsent de fortes présomptions de corruption. Visés, des présidents de clubs et déjà Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès.
La CND, qui n'a pas le pouvoir de porter plainte, seul moyen d'aller plus avant, transmet alors officiellement en janvier 91, soit 2 ans avant VAOM, son rapport à la Ligue et à la Fédération. Notre décision mettait en avant les problèmes de corruption qu'on retrouvera 3 ans plus tard. Simplement, au moment où on l'écrivait, on n'avait pas de preuves et en transmettant le dossier et les sanctions tant à la Ligue qu'à la Fédération, le président de cette commission, André Soulier, invitait très fermement le président de la Fédération française de football à saisir la justice pénale. Les investigations n'auront pas lieu, aucune plainte ne sera jamais déposée. Le monde du football ne veut pas qu'on parle de corruption. Ou, si l'on en parle, il veut que cela reste un événement exceptionnel, un épiphénomène circonscrit à des comportements douteux, émanant de gens qu'il veut considérer comme des gens atypiques. Mais Tapie n'a rien inventé et Marseille n'est pas la seule équipe en cause. Depuis toujours, dans les vestiaires des stades entre joueurs, on parle d'arrangement. La corruption, on peut la subir, on peut aussi l'accepter. Il y a quelques années, ce joueur que nous avons contacté par téléphone et qui témoigne de manière anonyme a vu arriver sur le terrain, avant un match, le président de l'équipe adverse. Pour gagner, celui-ci était prêt à employer des moyens convaincants. Il a remis une enveloppe avec la somme au capitaine de chez nous. À quelle occasion, à quel endroit? À 8h10, 8h15, après l'échange, avant de rentrer au vestiaire pour se changer pour aller sur le terrain. Voilà, donc ça s'est passé juste avant le match, donc on a mis l'enveloppe dans le vestiaire. Et là, ça veut dire que le capitaine il revient avec l'enveloppe et puis... Ah ben on est rentrés tous avec l'enveloppe. Non, on a tout mis, on a dit on fait le match, on partagera après le match. Il avait l'argent sur lui comme ça? Oui, il avait une liasse de billets. Et il a sorti donc tout de suite. Et vous avez combien de primes? Il a multiplié par 2. Il a dit voilà, vous êtes combien? Alors donc, même l'entraîneur était sur le terrain, donc il a voulu participer. On a fait à peu près 13 et 14 personnes. Oui. Voilà, ça fait une somme. Bon, il avait l'idée, à mon avis, il est venu avec cette idée puisqu'il avait l'argent liquide. Ce président, aujourd'hui encore à la tête du même club en première division, est un personnage du football français. Joueurs approchés, arbitres contactés, matchs achetés. Ces pratiques ne sont pas nouvelles. En 55 et 60, 2 fois la corruption est démontrée. Et l'affaire de la caisse noire du fameux club de Saint-Étienne, jugée par la Cour d'appel de Lyon, évoquait déjà l'importance de sommes n'ayant pu servir qu'à financer des pratiques inavouables, telles que la corruption d'arbitres ou de joueurs adverses. De telles pratiques, semble-t-il courantes avec l'OM, relativisent aujourd'hui la valeur des classements sportifs et chaque entraîneur sait le nombre de matchs que son équipe n'a pas vraiment disputés. On entend dire que finalement, toutes ces années, le championnat de France a été faussé. Sans doute, et dans le privé, mais jamais devant vos caméras et jamais devant vos micros, les acteurs, c'est-à-dire les entraîneurs et les joueurs, vous le diraient, mais pas devant un micro et pas devant une caméra. Certains considèrent que des championnats effectivement ont été faussés, des titres ont été perdus, en tête-à-tête ils le disent. Certains joueurs m'ont en tête-à-tête expliqué des choses qui m'ont fait perdre les derniers vidéos que j'avais. Au point que cet avocat a aujourd'hui claqué la porte du football français. À l'AS Monaco, les deuxièmes places au classement final du championnat font partie du palmarès, comme celles de 91 et de 92 par exemple. Jean-Luc Ettori, gardien de but, et Luc Sonor, défenseur, tous les deux internationaux, ont joué ensemble 10 années durant dans le club de la Principauté. Le temps a passé, mais ils conservent encore une certaine amertume. C'est clair que moi, je me sens floué. C'est clair que, bon, au lieu de 3 titres, je devrais en avoir 5. C'est vrai que ça fait... c'est toujours embêtant, je veux dire. Avec Jean-Luc, il n'y a pas longtemps encore, on en parlait. C'est vrai que, bon, nous, on se sentait un peu frustrés parce que, bon, vous savez, Monaco est un club régulier, un club correct, un club où il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de pression. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 saisons, on s'est dit, merde, hein, encore une fois, ils nous ont volé un championnat, quoi. Maintenant, c'est pas à nous de faire la police, c'est aux dirigeants, au plus haut dirigeant du football français. Et puis, je crois qu'à partir de là,
S'ils ont envie d'aller plus loin, ils iront plus loin. S'ils n'ont pas envie d'aller plus loin, bon tant pis pour nous. Bonjour, la nationale football, je cherche l'activité au président. Cet homme est le plus haut dirigeant du football professionnel. Bonjour président, très bien, merci. Noël Le Graët, président de la Ligue, tout juste reconduit dans ses fonctions pour 4 années supplémentaires. En 93, c'est lui qui avait déposé plainte dans l'affaire VAOM. À votre connaissance, il n'y a eu qu'un match acheté par l'OM? Je ne sais pas. Vous n'avez pas voulu savoir? Je n'ai pas. Vous savez ce qui s'est passé en 4... je ne sais pas. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Vraiment aucun. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble du foot est bien. Marseille revient en première division. Le football français va bien et Marseille revient parmi l'élite. Aujourd'hui, l'histoire du foot doit être belle. Mais cela ne suffit pas à rassurer les pouvoirs publics. Au SCPC, le service central de prévention de la corruption, on observe les énormes masses d'argent du football, minutieusement. Pour Pierre-Antoine Lorenzi, 8 mois de travail et un rapport remis au gouvernement. Ses conclusions sur les pratiques du football sont claires. Les informations dont nous disposons nous laissent penser que ce sont des pratiques généralisées. Pour une raison simple, c'est que pour que la corruption se développe, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. Il faut au moins être 2, si ce n'est plus. Et que donc, depuis quelques années, avec cet engouement du public pour le football professionnel, qui génère des flux financiers considérables, on a le sentiment qu'il y a des pratiques déviantes qui se sont développées. Preuve supplémentaire de l'inquiétude sur le football français, un récent rapport des renseignements généraux, véritable catalogue en 150 pages des méthodes de gestion des clubs. La corruption des élites de l'un des sports les plus populaires y est soulignée. Des rapports, des témoignages, un faisceau de présomptions, des aveux et même parfois des noms. Mais pour l'heure, un seul procès, une seule affaire, VAOM. La corruption se nourrit d'abord du silence de tous ses acteurs. Dans 2 ans, sur les stades de France, la machine organisera un grand et beau spectacle. La Coupe du monde de football. Pour cette belle fête, l'histoire n'a pas prévu de venir jouer au football sur le stade Ningesser à Valenciennes.